Salut Yandel, on est dans le char à Yandel aujourd'hui. Ben oui, fait qu'on va appeler ça Dans le char avec Yandel et Guillaume. Yes. Fait que c'est ça, moi je voulais qu'on parle genre de podcast dans le char. On va vous parler d'où ce qu'on vient, c'était quoi notre parcours. Fait que, tu sais, Yandel en tant qu'artiste, body paint, parce que l'autre fois, je te posais des questions un peu, puis là, je me rendais compte à quel point je te connaissais pas, puis j'étais comme, tu peintures sur des femmes tout nues, genre, j'étais comme, wow, c'est cool. C'est un peu plus que ça, mais je suis content qu'on fasse ça parce que moi aussi, ça tombe bien. J'étais vraiment curieux de savoir d'où tu viens, toi, Guillaume. Fait qu'aujourd'hui, écoute, on parle de nous autres? Ouais, ben c'est ça. OK, on parle de nous autres. Écoute, je vais commencer. Moi, Guillaume, je suis artiste depuis que je suis tout petit. Alors, un artiste en art visuel, peintre, dessinateur, BDiste. Alors, je me suis amusé très jeune à me faire... j'avais déjà des petits fans qui suivaient des petites chroniques que je faisais tout en bande dessinée. Fait que c'était quoi, genre, tes premiers petits projets, ou ben... Ouais, les premiers... Comment t'as vu que t'avais une fibre artistique la première fois? Ben, j'avais... écoute, là, on vient... Écoute, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans. J'ai fait la connaissance d'un ami, OK? C'était un marginal. Il n'y avait pas beaucoup d'amis, ce gars-là. Mais il dessinait vraiment d'une manière remarquable. Il était très ordonné, le gars. Et c'est ça qui m'avait vraiment impressionné. Il faisait pas juste faire des dessins. Il enchaînait des histoires, lui, d'une manière assez remarquable. Il m'avait beaucoup inspiré. Et, bon, écoute, moi, je suis du genre que quand j'étais impressionné par quelqu'un, je m'en fais un ami. Fait que lui, c'était un gars qui était toujours tout seul. Mais bon, je m'étais imposé comme ami. Alors, mon chum, tu te reconnais sûrement, fait que si jamais tu écoutes cette capsule, salut. Fait que ce gars-là, fait que c'est ça, avec lui, j'ai su ordonner un peu ma passion. T'sais, je me suis structuré et par la suite, je me suis lancé, après que j'ai eu ma période de bande dessinée, je me suis lancé dans les toiles. Okay. Fait que je commençais à faire des toiles, des murales et je me rappelle, j'avais environ 19 ans ou 20 ans. Je travaillais dans un supermarché et on m'a demandé de faire, parce que bon, déjà, à cet endroit-là, j'ai toujours su faire savoir aux gens que j'aimais le dessin, que j'étais même bon. Et c'est là que j'ai eu mon premier contrat. C'était dans une vitrine d'un supermarché à faire, c'était un dessin, je pense, pour le retour de l'été. Alors, les vitrines, on les maquille d'une thématique saisonnière. Alors, j'avais eu mon premier contrat et ça avait déjà attiré beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, c'est là qu'il y a des gens d'une SAQ qui c'était un représentant SAQ à l'époque, proche de Saint-Hubert. Fait que ça, c'est comme ton premier gros projet un peu, là. Oui, ben ça commençait dans le supermarché pour qu'après la SAQ, lui, qui m'a recruté pour faire des dessins dans les SAQ. Et par la suite, après, j'ai commencé à faire des publicités pour des compagnies d'alcool. Okay. Je ne ferai pas de pub aujourd'hui, là, mais quand même, c'est ça. Cool. Puis par la suite, c'est allé un peu plus loin. J'ai été recruté pour travailler pour faire la publicité sur le Grand Prix de Montréal. Alors, dans les premières années, j'étais un simple peintre pour ensuite devenir chef peintre d'une compagnie qui s'appelle c'était BO Concept, qui avait le contrat de faire toute la publicité autour de la piste de la F1, c'est au parc sur l'île Notre-Dame. OK. Et c'est ça, parce qu'à l'époque, il faut savoir une chose, à l'époque, toute la publicité, elle était faite à la main. Les grosses affiches, grosses affiches, les ponts, les traverses là, qui passent pendant la course, là, que tu peux comme traverser de l'autre côté. Fait que ça, c'était tous des endroits qui étaient vendus à des potentiels commanditaires. Fait qu'ils vendaient tous les ponts, ils vendaient aussi toutes les zones. Fait que quand les voitures ils tournaient, il y avait toujours, mettons, Firestone. Ça, c'était tout peint à la main. Ça, c'était tout peint à la main. Okay. Je te dirais à 90%, si c'est pas plus.
Il y avait certains endroits qu'il y avait des affiches. Il y avait même aussi des zones dans le gazon qu'on vendait. C'est comme dans les arénas aussi, sur les bandes. C'est la même chose, exactement. à la main aussi. Eux autres, sûrement à l'époque, dans le temps, mais aujourd'hui, je te dirais que ça s'est vite... le vinyle a pris... 20 ans, mettons. Le vinyle a vite pris la place dans les arénas. Ouais. Mais sur le bord de la piste, la raison, c'était que fallait pas que des bannières se détachent pour aller sur la piste. OK, ouais. OK, puis... Mais sauf que, par la suite, il y a eu une compagnie qui a vendu ce service directement à ceux qui font la promotion de la F1. Okay. Les organisateurs de la F1. C'est Illustrated. Okay? On connaît la revue Sport Illustrated. Fait qu'eux autres sont arrivés puis ils ont pris tout le contrat dans les mains de toutes les F1 dans le monde. Fait que maintenant, eux, ils suivent comment tourner, ils suivent les F1, puis ils arrivent sur place, puis ils mettent la bannière à grandeur. Fait que maintenant, ça donne plus de la job pour des gens ici. En fait, c'est comme tout normalisé. C'est tout normalisé. Les autres, ils prennent leur bannière, puis après ça, ils s'en vont dans une autre place, puis ils savent exactement la bannière où est-ce qu'elle va pouvoir être récupérée. Fait qu'ils récupèrent le bannière d'une course à une autre. Ça l'amortit les coûts d'exécution de beaucoup. Bien entendu, c'est ça. L'industrialisation de tout. Et voilà. C'est le principe. Fait qu'ils font encore plus de cash, que c'était quelque chose qui était capable de donner beaucoup de jobs aux artistes, aux gens locaux. Mais bon, à cause de ça maintenant, fait que j'ai dû me réinventer. Fait que par la suite, je suis allé travailler au Cirque Éloise. Fait que t'as tout le temps, t'as toujours été... T'as-tu déjà fait un autre job-in en tant que jeune qui n'était pas relié à l'art directement? Oui, quand j'ai commencé, j'avais commencé dans un supermarché. Juste parenthèse, okay. Comme ça. Ben, moi, j'ai commencé dans un supermarché. Après le supermarché, quand j'ai eu ma première fille, là, j'étais un peu paranoïaque parce que je savais que juste travailler au supermarché, c'était peut-être pas assez pour subvenir à mes besoins. Alors, c'est là que j'ai commencé à prendre des jobs à côté. Bon, j'ai travaillé à Poste Canada à un moment donné, mais là, j'étais sur appel. Okay. Alors, ils m'appelaient une fois de temps en temps. Moi, je leur ai dit, appelez-moi le soir parce que le jour, je risque de travailler au supermarché. Ils m'appellent le soir. Puis entre-temps, je trouvais d'autres jobs, comme j'ai fait un gymnase, les lignes par terre d'un gymnase. Il fallait que je fasse des lignes de basket. Okay, wow. Avec la bouteille et tout ça. Je faisais toujours des vitrines dans des magasins parce que je l'ai fait dans mon supermarché. Mais ça a bien fonctionné, fait que j'offrais mes services à tous les supermarchés, même aux concurrents. J'offrais mon service, c'était moi que je vendais finalement. Et à force de faire ça, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus confortable à vivre comme travailleur autonome. Pas d'avoir un client fixe tout le temps puis répondre juste à cette personne-là et attendre qu'il te donne des heures. Je voulais être capable d'être responsable de ma manière que j'étais pour vivre, pour devenir autonome. Alors voilà. Mais par la suite, après, il est arrivé... c'est ça, j'ai travaillé au Cirque Éloise. Après ça, en 2018... Au cirque, combien de temps? Une dizaine d'années. Là, ça, tu faisais de la peinture? Non, là, j'étais technicien de scène. OK. C'était un moment où est-ce que vraiment je me réorientais. Okay. Et là, c'est là que je suis tombé dans la technique. Hey, on est obligé de faire une série sur Yandel. Tellement de stock. Il y a beaucoup de stock quand même. J'ai une vie quand même assez extraordinaire. Là, je résume très vite. C'est correct parce que c'est toi qui le sais, la quantité de trucs que tu as à dire. J'en ai à dire. C'est pas pour rien, je parle tout le temps parce que j'ai tellement vécu de choses. Je veux partager ça avec tout le monde. Mais à quoi je voulais en venir avec ça, c'est que bon, j'ai travaillé au Cirque Éloise. Par la suite, j'ai travaillé pour Yatsé 514. Fait que j'étais dans la rigue. Fait que je faisais de la rigue là, en grilleur. Dans le monde du spectacle. Okay. Alors, j'ai fait un peu de rigue humaine aussi, je n'ai pas fait beaucoup. Parce que c'est tout un autre métier. Hein, je veux dire, l'aspect sécurité, là, c'est assez. Tu sais, je veux dire, là, tu l'as au bout de la corde quand tu es un artiste de cirque qui fait du cerceau, qui t'attient à 12 pieds des airs. 12 pieds, ça n'a pas de l'air haut, mais quand la personne est à l'envers puis tu l'échappes sur la tête, c'est le genre de truc, tu sais, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'aimais pas ça de me savoir comme ça. La responsabilité, tout ça, tu sais. Puis je suis une personne très, très, très prudente à cause que j'ai fait beaucoup, justement, de trucs comme ça. Fait que
c'est une expérience que j'ai vécue, je suis content. Mais bon, par la suite, je me suis réorienté encore. Et c'est là que je me suis acheté une caméra. Je me suis acheté une Sony. En quelle année? Là, je me suis acheté une caméra. On est en 2015-2016 à peu près. Je m'achète une caméra. Dans le temps des gilets jaunes. Dans le temps des gilets jaunes, justement. Pourquoi je m'étais acheté une caméra? C'est parce que je voulais faire ma propre promotion de mon art. Parce que, tu sais, à l'époque, on avait tout un rêve. C'est ça que tu me disais, tu me racontais que là, tu commençais à faire affaire avec des photographes, des vidéographes indépendants. Quand tu fais affaire avec un photographe, oui, c'est ça. Mais quand tu fais affaire avec un photographe, et que le photographe, il répond pas à toi ce que tu avais demandé, OK? Mais lui, il se dit, bon, que là, il est photographe, c'est lui qui décide. Ouais, puis il y a d'autres clients, OK? Mais lui, il prenait des photos de mes œuvres d'art, OK? Que ce soit des toiles ou bien que ce soit, c'était souvent dans l'événementiel. Moi, j'ai commencé à peindre des gens. S'il y avait une demande de peindre des gens. Puis à Montréal, si tu veux te démarquer dans l'art de mural, on est des milliers. Mais dans le monde de l'art du body painting, qui est un art éphémère, il y avait beaucoup moins de monde, donc beaucoup plus facile de se démarquer. Fait que j'ai dit, que c'est une bonne idée. Alors je me suis mis à faire du body painting. J'avais mon projet que j'appelais Who's That Girl. Fait que c'était tous des modèles qui étaient masqués. Quand je parle de masqué, c'est masqué au niveau des yeux, OK? C'était pas un masque, là. Mais ils étaient masqués au niveau des yeux pour garder leur anonymat. Pour la seule et unique raison que, bon, souvent ces modèles-là, mettons... ils ont des jobs. En 2015, ben c'est ça, en 2015, ils n'ont pas de job. Ils n'ont pas de chum. Okay. Puis après ça, ils deviennent avocats, ils deviennent médecins. OK? Puis là, ils disent, écoute, tu peux-tu retirer la photo, s'il vous plaît, tu sais? Fait que pour éviter ça, je leur mettais des masques. En mettant des masques, je protégeais leur identité. Et ils pouvaient, sans que j'utilise leur nom, au moins ils pouvaient suivre la photo, voir les commentaires des gens, puis sans être obligés de dire, de s'impliquer. De se vulnérabiliser. Plutôt comme d'avoir beaucoup de recul, pas du recul, mais beaucoup d'écart sur ce qui se passe. Sans qu'elle ait peur que ça vienne la toucher, tu vois. Personne ne pouvait insulter la photo à cause de l'œuvre qu'il y avait sur elle. Mais au moins, personne ne savait c'était qui la personne. Au moins, je protégeais mes modèles comme ça. C'était la seule manière que j'avais trouvée. Par la suite, j'ai fait comme ça, la personne, elle se faisait pas écœurer. Personnellement. Si ton dessin était trop laid. Oui, c'est ça, parce que laid, ou souvent, les idées, parce que mon Rouge de la gueule, vraiment, c'était le début de mon implication en tant que... C'était sûrement tout beau que ce que tu faisais. Il y en avait des moins beaux, mais c'était surtout que des fois, il y en a qui étaient choquantes. OK. Comme j'ai fait un body painting, je sais pas, je devrais dire, mais oui, j'ai fait une body painting d'une nazie. OK. J'ai été signalé sur Facebook, pas à cause que la modèle était nue. Ouais, ben, il aime pas ça, Zuckerberg, les Ben, c'est ça, fait que j'ai été... mais sauf que la photo, elle expliquait beaucoup de choses. OK? Et en tout cas, ça vaut la peine de trouver cette photo-là. Je pourrais te la montrer. Mais l'idée, c'est que moi, j'ai été bloqué plusieurs jours à cause qu'elle avait un signe nazi sur elle. OK? Fait que c'est là que j'ai compris que quand que j'habille mes modèles avec du maquillage, je les habille pour de vrai, à un point tel que c'est plus la nudité qui choque. C'est ce que je peins sur elle. Fait que tout ce projet-là... protège la personne de l'image que ton art projette. Et voilà, comme ça, je peux parler librement sur les gens ça fait beaucoup réagir de peindre sur des gens nus. Fait que ça brasse beaucoup. Fait que je profitais de cette tribune-là, de cette fenêtre-là pour passer des messages, voilà. Et c'est ce qui m'a amené à devenir photographe parce que je voulais être responsable de mon projet. Un projet d'ailleurs que j'ai duré pendant 5 ans. J'ai plus de 200 différentes œuvres sur des modèles. Fait que j'ai plus de 100 modèles qui ont contribué à ce beau projet-là qui a duré plus de 5 ans. J'en fais encore aujourd'hui actuellement. Sauf que là, j'ai 2 autres projets qui se sont rajoutés. On pourrait en reparler dans un autre tribune. En ayant ce projet-là, Rose That Girl, j'étais obligé de devenir photographe moi-même. En étant photographe, ben, ça m'a permis d'aller chercher des caméramans pour venir me filmer en train de faire mes œuvres. Okay. Et encore là, les caméramans qui travaillaient pour moi, ben, ils faisaient pas ce que je voulais. Fait que j'ai été obligé de m'acheter une bonne caméra pour pouvoir me filmer. Parce qu'il faut savoir qu'un vidéographe, là, c'est un peu princesse.
Tu sais, mettons, un vidéographe qui va travailler pour des influenceurs, écoute, il va aller voir la personne une journée de temps, faire un vlog, 400$, merci, bonsoir, puis, tu sais, ça va être beaucoup... Ils mettent beaucoup de temps là-dessus, je peux comprendre. Ouais. Ben, je peux comprendre, ils mettent avec beaucoup de temps dessus. L'expérience... Mais c'est pour ça que moi, j'aime faire ça mes leur trucs prend à de moi. moins en moins de temps quand même le faire, tu sais. Mais ça, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne et dire mais c'est pas ça que je veux parce que très vite, ça les irrite. Puis je sais que il y a ce côté-là ouais. aussi. Moi, personnellement aussi, des fois, quand quelqu'un n'est pas content de la vidéo, ça fait 4-5 fois que bon, on recommence. Puis, souvent, corrections qui finissent plus. Souvent, c'est des vidéos que je fais à des prix dérisoires parce que je me suis jamais encore, jusqu'à maintenant, je me considère pas encore comme un caméraman. Moi, je suis un artiste puis j'utilise la caméra pour pouvoir passer une histoire. Mais est-ce que je suis caméraman? Je connais même pas encore toutes les options de mon appareil vidéo. J'en connais assez juste pour être capable de passer mes messages. Fait que j'aime beaucoup mieux faire mes films à moi que de faire un film pour une autre personne. Ça vient plus du cœur. Les vrais caméramans qui passent leurs 3 ans d'études pour faire ça, ben ils savent juste comment que les pitons ils marchent. Ils savent pas comment parler devant leur caméra. Il y a beaucoup de caméramans qui attendent qu'on leur propose du contenu parce que eux, tout seuls, ils n'ont aucune imagination, aucune idée quel contenu qu'ils pourraient donner. Puis j'en connais beaucoup des caméramans comme ça. C'est souvent ceux qui ont bien du gear, mais ils ont, ils ont une caméra, drone. Les gars sont bien équipés maintenant. Eux autres, ils offrent un service. Fait qu'ils vont faire plus de vidéos à faire la promotion de leur service que de nous montrer une histoire. Une chose que je voulais dire avec ça, c'est qu'il est arrivé 2018. Là, je suis devenu caméraman, je suis rendu photographe. Là, il arrive 2018. 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Le 7 novembre 2018, t'as la première manif des Gilets jaunes. Okay. Ça m'a beaucoup interpellé. Les Gilets jaunes, c'est quoi? Ben écoute, c'est le peuple qui en avait juste marre de toutes ces hausses. Les hausses qu'ils faisaient, ils trouvaient des excuses pour mettre des taxes sur tout. Là, ils voulaient mettre une taxe sur le carbone. C'était un peu en même temps que l'austérité, un peu le gouvernement c'était Trudeau. Pas Trudeau, mais au niveau provincial, c'était en tout cas. Mais il y avait Trudeau en 2018, il y avait Trudeau qui était rentré au pouvoir. C'était les libéraux, là. Les libéraux qui étaient là. Moi, j'aimais bien l'idée que le peuple était écœuré de Macron en France. Ouais, c'est un peu à ça que je voulais en venir. Fait que c'est un peu ce mouvement-là qui a été amené au Québec, repris par un petit groupe de Québécois, finalement. Exactement, et j'en faisais partie. J'étais un militant, vraiment, là, j'étais à la ligne de feu avec les Gilets jaunes, je m'informais de tout. Puis j'amenais, moi, mon idée que c'était quoi un gilet jaune. Par la suite, bon, là, moi, je fais des vidéos, là, ça marche. Fait que là, j'ai fait une série qui s'appelait L'Odyssée d'un citoyen. Fait que là, je commence dès le début avec ma caméra parce que là, je me dis, aïe, il faut que j'aille chercher un gilet jaune au Canadian Tire. Puis j'avais peur qu'il n'en reste plus. Moi, dans ma tête, je me disais, tous les Québécois et les Québécoises vont s'acheter un gilet jaune. Il fallait que j'y aille vite avant qu'il en reste plus. J'avais fait une vidéo de ça. Oui, j'ai fait une vidéo. Fait que là, après ça, j'explique aux gens que... J'explique aux gens que ne vous en faites pas, il reste encore quelques gilets jaunes. Là, je capotais. J'allais manifester toute seule dans les centres d'achat avec mon gilet jaune. J'avais une marque jaune dans le visage pour montrer au monde que c'était pas juste un gilet jaune simplement. Là. Puis j'avais mis le drapeau, pas du Québec à l'époque. Je voulais être certain que le monde y comprenne. Je voulais que le monde comprenne le mouvement en France avant qu'ils comprennent que je l'amène au Québec. Parce que si tu me vois juste moi avec un gilet jaune, le monde ne va pas comprendre. Fait que j'avais un drapeau de la France sur mon gilet jaune, j'avais une marque jaune dans le visage, puis je commençais à manifester. Ça n'a pas été long que Radio-Canada a commencé à essayer de vous discréditer. Ben oui, puis à prendre nos séquences qu'on mettait sur les internets. C'était facile parce que vous associez directement aux gilets jaunes que eux, bon,
passaient leur temps à discréditer déjà. Exactement. Puis même cette discréditation-là, si je peux me permettre ce mot-là, même le fait qu'ils nous discréditent comme ça, était bien orchestré déjà en France. Fait qu'ils ont copié-collé ce qui c'était se faisait quasiment en un copier-coller. Un Fait peu que là, comme ils nous ont ils font mis en plus. avec CNN puis les nouvelles américaines. C'est là que je me suis déjà rendu compte en 2018, c'est là que je me suis rendu compte que les médias, il vomissent de l'information, il vomissent de la désinformation, même si je pourrais me permettre. Et c'est là que je me suis rendu compte parce que moi, j'étais un gars toujours pacifique. Puis, je veux dire, on sentait la mauvaise foi des médias à notre égard. Il y avait déjà une idée sur nous autres. Mais nous, on était, tu sais, quand les Radio-Canada arrivaient devant nous, TVA, ben, nous, on leur parlait comme si ils nous entendaient, puis qu'ils étaient pour donner cette information-là au peuple. Mais c'était filtré, tout le temps filtré, puis on passait toujours pour des... Avec la meute, là. C'est un peu la même chose. Ils ont juste, c'est comme la continuité. Les autres, ils ont pris le même discours haineux qu'il y avait envers la meute. Ah oui, puis j'ai tout vu ces gens-là. C'est là que j'ai entendu parler des Antifas en 2018. Puis j'en ai vu. Il y a des Antifas qui sont venus devant TVA pour faire face à nous qui demandaient à TVA d'arrêter de mentir. Les Antifas sont arrivés. Pour nous empêcher de manifester. Pas pour nous empêcher de manifester, mais eux, ils nous pointaient comme si nous, on était des racistes. On était racistes. Cette journée-là, je me rappelle quand les Antifas étaient venus devant TVA. Moi, j'étais pas là cette journée-là, mais à l'époque, on m'envoyait des vidéos pour que je puisse passer ça dans mon émission « L'Odyssée d'un citoyen ». Après ça, j'ai inventé une autre émission, parce que là, je commençais à faire comme ça ressemblait à des nouvelles, qu'est-ce que je faisais. Alors, j'ai sorti un genre de bulletin de nouvelles qui s'appelait Radio Jaune. C'était vraiment en même temps que Alexis Cossette, qui est venu dans une manif en passant, qui était la vague. Là, il y avait un micro jaune, je pense, en plus. Ça se peut, mais c'est là que j'ai connu Alexis la première fois. C'est quand il était venu dans les manifs, il est venu à la vague bleue, puis il est venu dans certaines manifs gilets jaunes. C'est ça, c'est le premier un peu leader que tu as connu. Dans ce temps-là, c'était pas à l'époque, c'était pas un leader, c'était vraiment une personne qui partait sa plateforme qui était... Maintenant, c'est pas un leader. En tout cas, bref. Écoute, ça reste encore un journaliste que moi j'aime bien. Moi j'aimerais bien dire un journaliste. Maintenant, s'il influence les gens, écoute, tant mieux. J'espère que c'est pour la bonne cause. Moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand il a sorti Radio Québec, c'était pas mal dans le même temps que moi j'ai sorti Radio Jaune. Et même tout récemment, Alexis m'a demandé qu'est-ce qui arrive avec Radio Jaune. Ça m'avait touché, ça veut dire qu'il connaissait c'était quoi Radio Jaune. Il avait écouté, j'ai pas beaucoup de capsules, mais ça se voulait informatif de ce que les Gilets jaunes faisaient au Québec. Puis c'était surtout, ça se voulait déjà à saveur humoristique. Je commençais déjà à trouver mon style. Je veux dire, il y avait des épisodes un peu plus durs parce que il y a les gens de la France qui m'envoyaient des vidéos pour que je mette dans mon radio jaune. OK? Puis des fois, c'était pas drôle, hein? Je veux dire, il y a des gens qui ont reçu des boules, des projectiles dans l'œil de la police, qui ont visé dans le visage des gens, et il y a une personne qui a perdu son œil, qui m'a envoyé une vidéo. Ça, c'était deep, ça. Cette vidéo-là, c'était deep. Il n'y avait aucune joke dedans. C'était très deep. Puis moi, je me demandais si c'était bien ce que je faisais, tu sais, parce que je me disais, c'est-tu moi qui envoie les gens aller chercher des vidéos puis qui risquent leurs yeux? Là, je m'étais vraiment en question. Mais là-bas, ils étaient déjà sur la drive, comme qu'on est actuellement, nous autres, avec ce qu'on vit. Nous autres, ils étaient déjà sur une drive solide. C'est pour ça qu'en France, je veux dire, ça manifeste fort, parce que les autres, ils n'ont jamais arrêté. Puis leur slogan, c'est un slogan qu'on utilise ici, on ne lâche rien. OK? On ne lâche rien. Alors, voilà. Fait que ça, c'est un peu ma démarche à venir jusque le 20 mars. Hein? Le mars 2020, quand que la crise sanitaire elle a commencé, moi, j'étais déjà... T'étais déjà prêt, là. J'avais déjà vécu quelque chose qui ressemblait à ça. J'avais... c'est comme le commencement de qu'est-ce qui se passe. Oui, mais pas mon commencement, c'était en 2018. C'est des gens qui étaient réveillés un petit peu avant tout le monde. La plupart des gilets jaunes que j'ai connus en 2018 sont encore à mes côtés. J'aime pas le mot réveillé, mais en tout cas, on se comprend.
Ben, c'est que nous, on n'a jamais fermé les yeux, finalement. On n'a jamais fermé les yeux, mais il y a des gens de leur propre gré qui décident de fermer les yeux parce qu'ils ne voient pas de lumière au bout du tunnel. Ils stannent, sont impatients. C'est ça, fait que eux autres, c'est sûr qu'eux autres, ils vont préférer fermer les yeux. Parce qu'il faut avoir un objectif à travers ça. Tu sais, si tu fais juste manifester avec ta pancarte tout le temps, ça devient minant un peu pour le moral. Moi, à partir du moment que j'ai commencé à aller manifester avec ma caméra, ça a été un game changer, absolument. Ah ben oui, moi il faut que j'aille manifester avec une caméra, puis il y a même des gens qui ont travaillé avec moi, je leur passais une caméra, ils me donnaient la caméra à la fin, j'avais plein de footage. Maintenant, maintenant je travaille avec d'autres mondes, je travaille probablement souvent seul maintenant, ces gens-là, ils manifestent plus de la même manière, c'est comme s'ils ont besoin d'avoir un outil avec eux, ça leur donne une vraie raison d'être là. Mais par exemple, on n'a pas besoin de prendre des caméras pour faire ça. Hein. Je veux dire, vous achetez une caméra et vous devenez un journaliste indépendant, puis c'est pas comme si on n'avait pas de besoin. Là, on a besoin pour toujours informer les gens, rester à l'affût et montrer surtout qu'est-ce qui se passe, les choses que les médias de masse ne parlent pas. Mais je voudrais pas m'interrompre. Mais toi, d'où tu viens, toi, Guillaume? Je veux dire, toi, comment t'as commencé? Moi, je t'ai vu la première fois, tu avais une pancarte, t'étais un manifestant, OK? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça que toi, t'es avec une caméra et t'es un des grands journalistes indépendants du Québec? Hey, c'est quelque chose, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ben, moi, je dis pas de mensonge, moi, là. Écoute, moi, si t'es à mes côtés, c'est parce que t'as un talent que je pense qu'il mérite d'être connu de tout le Québec et si c'est pas tout le Canada. Ben, moi, écoute, mon parcours est un petit peu... il y a un peu plus de détours qui me mènent jusqu'à on pourrait dire... Des fois, je dis que je suis un artiste, des fois, je dis que je suis un créateur de vidéos, des fois, je dis que je suis un journaliste, un reporter. Mais en gros, tout ça, c'est de créer quelque chose. Mais dans le fond, j'ai toujours aimé ça, l'art. Moi, tu sais, tous les cours d'art plastique, j'étais tout le temps bon. Je m'appliquais pour faire mes œuvres. Je me démarquais tout le temps des autres personnes à cause de ça. Souvent, les jeunes, ils étaient pas... Ça leur servait pour eux, ça servait à rien de faire un dessin, se prendre le temps. Moi, je l'amenais chez nous. Je prenais mon temps pour finir mon dessin au cours. C'était pas tout le temps des dessins. Des fois, c'était une sculpture. C'est tout ce qu'on a fait en art. Puis au secondaire, j'ai pris les options. Même au cégep, j'ai fait de l'art. Je suis pas allé au cégep longtemps, en tout cas. Mais c'est ça. Moi, dans l'école, ça m'attirait. Ça, puis le côté éducation physique, c'était les deux choses qui me gardaient un peu là-dedans. Mais moi, j'ai commencé... Dans le fond, j'ai jamais su qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai sorti de... J'étais allé au cégep, j'ai voulu faire de l'électronique industrielle. C'était vraiment une technique très poussée. Mais tout ce qu'il y avait par rapport à la technique, au côté physique, ça m'intéressait. Mais quand je tombais dans les matières, littérature, tout ça, j'haïssais ça. J'allais pas. Tu sais, j'allais juste, ça finissait que j'allais à mes cours de technique, où c'était physique, où ce qu'on parlait des... Tu sais, où ce que je pluguais des fils, je faisais quelque chose, puis j'allais pas aux autres cours, tu sais, enfin. Fait que là, moi, j'ai toujours joué beaucoup aux jeux vidéo, assez solitaire, tu sais. Je faisais des blocs Lego tout seul, là. Je créais des scénarios avec j'avais des bases, ça c'était les telles planètes, d'un autre côté, puis les autres s'affrontaient. C'était beaucoup de la dualité très jeune avec des stratégies militaires, spatiales. Tu pouvais jouer tout seul parce que tu avais l'imagination. Oui, puis je créais tout mon environnement au complet avec tous mes blocs que j'avais. Mettons, j'écoutais un film,
Puis là, ça m'inspirait pour créer comme un nouvel environnement dans mes... Fait que je détruisais tout ce que j'avais. Moi, j'en avais tellement des blocs Lego là, que je pouvais créer n'importe quoi. Tu sais, même si j'avais pas les pièces... T'avais pas besoin de plan, là. Toi, tu le faisais, pis that's it. Ouais, c'est ça, exactement. Ça venait de ma tête. Même que j'aimais pas les plans parce que les pièces servaient souvent juste à faire ce plan-là. Puis, tu sais, fait qu'il fallait être... Moi, j'étais créatif, justement, pour trouver une nouvelle utilité à ces maudites pièces-là qui étaient faites pour il y a des pièces un peu plus design, là. Ouais, qui étaient faites juste pour une affaire, là, en tout cas. Fait ensuite, j'ai fini par... Tu sais, j'ai niaisé avec le cégep, ça enregistre toujours. Puis là, j'ai fini par abandonner le cégep pour jouer à des jeux vidéo. Puis finalement, j'ai fait un DEP en fonderie. Puis là, ça, c'était quand même cool parce qu'on coulait du métal en fusion dans des moules qu'on faisait nous autres mêmes. Wow. Tu sais, j'étais quand même jeune, là. On nous faisait confiance pour utiliser... tu sais, on avait une petite shop, là, un pont roulant avec des fours, avec de l'aluminium en fusion. Ben, j'imagine qu'il y a des protocoles quand même de sécurité assez extraordinaires parce qu'on peut se faire mal. Moins que dans des entreprises. Là. Il y avait des petits mini-accidents. On apprenait avec nos erreurs puis tout. C'était quand même phénoménal, je te dirais. Ça pouvait être dangereux pour vous. Il y a eu des... on avait de l'équipement de protection. Je vais répéter la question parce que je me suis... Est-ce que ça pouvait être dangereux pour vos vies? En fait, il y avait des... Tu sais, on avait de l'équipement de protection individuelle, même des genres de soutes anti-projection. C'est comme un peu tout métallique, là, tout réfléchissant. En tout cas, on était protégés quand même. Mais on faisait plus... On prenait plus de risques qu'une petite entreprise, mettons. Il n'aurait peut-être pas fallu que des gens du gouvernement débarquent là-bas, puis il aurait augmenté la sécurité probablement. On fait un agent de santé, santé sécurité, là. Ouais, c'est ça. La CSST. Puis, mais dans ce cours-là, j'ai créé des pièces, on pouvait prendre des moules déjà faites, des pièces, pas des moules, mais des modèles déjà faits, juste répliquer ça. Mais il y avait des techniques plus artisanales qu'on pouvait créer un modèle qu'on détruisait, qu'on pouvait utiliser seulement une fois. Mais au moins, on était capable de créer une pièce, par exemple, en cire ou en styrofoam. Ensuite, on remplaçait cette matière-là par du métal en coulant dedans. Fait que j'ai réussi à faire des œuvres quand même en aluminium. Je vous montrerai ça. Nice. Puis là, quand j'ai arrivé pour travailler dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que c'était pas qu'est-ce que j'avais appris dans mon petit DEP, dans mon cours. Tu sais, il n'y avait rien de créatif là-dedans. J'ai vu une place là, où ils faisaient des modèles en cire perdue, ils faisaient des statues en bronze pis tout. Mais tu sais, c'était comme des... À ce moment-là, ça m'attirait pas. Moi, tu sais, je voulais avoir un gros salaire, tu sais, puis moi, c'est ça que j'avais appris. Mon père, il a travaillé dans une usine, il a fait de l'argent, tu sais. Fait que moi, j'ai appris très jeune que ça me prenait de l'argent pour être heureux dans la vie, tu sais. Dans le fond, au moment où il fallait que je choisisse c'est où il fallait que j'aille faire mon stage à la fin du DEP, pendant ce cours-là, on avait vu le métier un peu d'essai non destructif. C'est que là, nous autres, on avait appris à reconnaître ça, c'est un défaut, c'est une craque. Puis, tu sais, en fonderie, il y avait des défauts spécifiques à une pièce qui est fabriquée en fonderie. En soudure, tu avais d'autres choses. Fait que moi, ça... Est-ce que tu faisais aussi de la soudure aussi là-dedans? Tu fais de la soudure aussi? Non, mais j'étais capable... Mais ce métier-là, il faisait les deux.
détectait des défauts dans des soudures. T'sais, un technicien en essai non destructif peut être appelé par une compagnie qui coule des pièces, des castings qu'on appelle. Puis la même journée, il va aller inspecter des soudures. Mais moi, dans mon cours de fonderie, mon professeur, m'avait remarqué, qu'il m'avait même dit, toi, Guillaume, tu devrais aller plus loin, J'avais dit, ah non, moi, ça m'intéresse pas, l'école, Puis, moi, j'avais, là, une aptitude à tout. On avait comme toutes nos pièces avec des différents défauts. Moi, j'ai collé tout. Ça, c'est une fissure de... Je me rappelle plus des noms exacts, mais c'était assez technique. Les termes, ouais. Assez technique, là, genre des rotassures internes causées par telle affaire. En anglais, c'est un shrinkage. Tu sais, toutes des affaires comme ça. Un affaissement. Écoute, il y avait toutes sortes de phénomènes qui pouvaient se passer quand les inclusions de plusieurs choses. Bref. J'ai hâte de voir comment tu es tombé d'analyseur de moule à caméraman. En fait, c'est là que je suis allé. Moi, mon professeur, justement, il avait beaucoup de compétences dans ça, vu qu'il avait déjà travaillé dans une compagnie d'inspection en soudure. C'est pour ça qu'il nous avait fait découvrir ça d'un niveau super. Tu sais, au DEP, le professeur, il choisit un petit peu qu'est-ce qui... C'est surtout dans mon temps, je sais que ça fait pas si longtemps que ça. Mais tu sais, à l'abbé, on était 8 dans le cours. Il pouvait décider un petit peu où ce qui s'en allait. Puis des fois, on s'en allait une demi-heure plus tard à la fin de la journée. Ça arrivait assez souvent. Bref, moi j'ai dit, tu vas m'envoyer, tu vas me faire rentrer en contact avec cette compagnie-là que toi tu as travaillé. Moi, je veux aller faire mon stage à Montréal en inspection en soudage. J'ai dit, pas de problème, Guillaume. Puis ça s'est fait comme vraiment facilement. Je cherchais du monde, ces gens-là. J'étais comme surpris. Ah ouais, vous cherchez du monde? Ah ouais, on t'envoie helper, tu sais, comme assistant avec un technicien la semaine prochaine. Ah, nice, pis tout. Puis là, je rencontre le technicien, tu sais. Ah ouais, toi, tu t'en vas avec une caméra, une source nucléaire chez un client, faire de la radiographie. OK, là, je comprenais pas trop c'est quoi qu'il faisait, dans le fond. Moi, j'ai embarqué avec le gars, puis on allait dans une shop de soudure à 4h30 d'après-midi. Moi, c'est le mot nucléaire que je trouve un peu... Ouais, mais tu sais, là, je comprenais pas trop, même moi, à ce moment-là, qu'est-ce que ça impliquait là-dedans, le nucléaire. Moi, j'ai juste vu le gars embarquer une genre de boîte avec un signe radioactif. Mais tu sais, il pouvait prendre ça, il faisait juste débarrer ça dans le rack, puis il mettait ça dans son char. That's it. J'imagine que le contenant qui gardait cette substance-là... très massif, puis on appelait ça la caméra. Mais je vais revenir un peu plus tard. C'était, tu sais, un genre de valise blindée, très lourde, assez petite, très massive. Puis là, avec plein d'étuis en cuir. T'as plus beaucoup d'essence en passant. Fait que là, je m'en vais avec le technicien. Fait que, tu sais, ça finit par m'intéresser. Je finis par faire ce travail-là de radiographe industriel. Fait que moi, dans le fond, je prenais ma source radioactive qui était dans le boîtier, la valise que je t'ai expliqué. Puis je prenais des films. Dans le fond, je mettais la source d'un côté de la soudure, le film de l'autre côté, puis ça donnait une radiographie de la soudure. Un peu comme quand tu vas à l'hôpital, sauf que là, c'est des rayons X. Eux, ils prennent le tube à rayons X, que c'est un genre de lumière, puis te mettent d'en face, puis te mettent le film en arrière de toi, ou bien dans ta bouche, comme chez le dentiste, un film que ça te lève le cœur, que tu manques vomir. C'est ça, c'est une enveloppe avec des films dedans. Maintenant, ils ont peut-être changé, c'est rendu des films digitales, en tout cas, on n'entrera pas trop dans les détails. Mais, tu sais, je
genre de photographie de soudure à ce moment-là. Puis moi, ça m'a toujours attiré quand j'étais plus jeune, le métier de caméraman, tu sais. Là, on appelait ça une caméra. Le dispositif pour faire la radiographie, on appelait ça une caméra. Juste parce que ça transportait la source nucléaire. Tu sais, au pire, je vais vous parler de mon métier, mon ancien métier d'inspecteur dans une autre émission parce que ça va prendre trop de temps, toute la patente nucléaire et tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans tu sais, j'étais vraiment bien payé, mais c'était tout le temps, je le savais jamais d'avance, je travaillais sur appel, puis c'était très exigeant, tu sais, des horaires de nuit, de jour, de soir, beaucoup d'heures. Tu sais, je pouvais faire une semaine 60 heures, la semaine d'après 45 ou même 30, ça tombait comme... C'était vraiment random. Puis là, au travers de ces années-là, j'ai fait ça pendant 8 ans. Les 3-4 dernières années, j'ai commencé à m'entraîner, puis à découvrir tout le domaine de l'entraînement, puis prendre soin de soi-même, puis aussi le côté... Le côté hygiène de vie, tu sais, que si tu dors pas, si tu dors tout le temps 5 heures par nuit pendant 20 ans, ben, tu vas vivre moins longtemps. Tu sais, tous des concepts comme ça que, tu sais, on le sait tout, mais quand il t'arrive un événement, parce que j'ai eu une séparation, une rupture de couple, à ce moment-là, je me suis comme repris en main un peu, puis c'est là que j'ai tout commencé l'entraînement, puis j'ai même voulu devenir un entraîneur. C'est là que j'ai commencé à rentrer en contact avec mon ancien patron, Jacob Hamel, qui avait la compagnie Quantum Training. J'ai dit, j'aimerais ça apprendre de toi, puis en échange, si tu as des petites tâches à faire. Fait que là, il me faisait faire... programmer des vidéos sur YouTube avec toute la description. Puis il programmait beaucoup des publications d'avance. Fait que j'ai tout appris le côté création de contenu. Puis là, à un moment donné, il était tanné de faire affaire avec son vidéographe, justement, que lui, il payait un vidéographe. Puis là, mettons, il l'engageait une journée. Puis tu sais, souvent, ça allait pas assez vite à son goût, ben il chargeait trop, tu sais, il y avait tout le temps de quoi à chialer après lui. Puis à un moment donné, il a commencé à dire « Guillaume, c'est toi qui vas filmer les podcasts et t'occuper de ça. » Puis lui, c'était cool, il faisait... Mais t'avais jamais vraiment fait ça avant? Ah, moi, j'avais fait ça. Mes amis avaient... Mon ami avait une compagnie de skate quand j'étais à Jonquière, puis on faisait nos films. Puis dans ce temps-là, c'était avec les cassettes. Il fallait tout capturer. Fait que quand on réussissait à lander notre trick, à atterrir, parce que nous autres, mettons, on allait à un spot, on se déplaçait à Québec, on savait qu'il y avait une église avec tant de marches, puis un ledge en béton. On pouvait passer 5 heures de temps, même plus, à la même place, à filmer, là, pour 30 secondes de footage. Je te crois. Quand on réussissait à faire le trick, on mettait une main dans la caméra, comme ça, puis il fallait tout réécouter le footage au complet. T'sais, c'était pas tout numérique comme à cette heure, parce qu'on prenait pas toute la cassette au complet puis on la mettait dans l'ordi, on choisissait juste les bouts qu'on avait besoin. Il fallait mettre à l'écran un peu des références. Comme un screen recording avec la caméra un peu, tu sais. Fait qu'on perdait de la qualité déjà en partant de notre enregistrement. En plus, on prenait des cassettes qu'on enregistrait par-dessus nos vieilles cassettes. Fait que c'est là que j'ai commencé à 15-16 ans à faire vraiment filmer, puis on s'appliquait, là, fallait pas bouger. On pouvait recommencer le footage juste parce que c'était pas filmé à notre goût. T'sais, nous autres, on voulait reproduire
les films professionnels qu'on voyait des compagnies là, de skate. T'sais, dans le temps, c'était fort, là, les brands tout le monde était fan, t'avais un chandail, les chaussures, on était brainwashés complètement. Là. Mais c'est parce que nous autres, on était fans, mettons, Randy Mullen, Tony Hawk, Jeff Rowley, eux autres, ils étaient pour ces compagnies-là, puis on voulait faire comme ça. Bref, c'est là que j'ai commencé à filmer. Puis c'était hot, t'avais déjà une expérience un peu travailler en équipe, faire du montage avant même. Là, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne qui filmait. Là. Nos caméras coûtaient cher, man. Écoute, je pense qu'il avait payé 3000$ sa caméra, puis c'était de la merde. C'était même pas. À l'époque, c'était bon. Pas du HD. À l'époque, c'était bon. À l'époque, j'imagine. Ouais, c'était bon. Ben, c'était correct. C'était correct, oui. Parce qu'on avait juste ça. Déjà, tu avais un enregistrement de quelque chose que toi t'avais fait. On avait une cassette avec tout l'emballage puis tout, puis on vendait ça. On avait des t-shirts, ça s'appelait Québec Skate au début. Wow. QC Skate à la fin. En tout cas, tout qu'un épopée, cette phase. Mais j'ai appris le côté underground qu'on était capable de créer, s'appliquer, puis de faire quelque chose, construire quelque chose qui ressemblait à professionnel quasiment. On avait même les lentilles fisheye, là, parce qu'en skate, on s'approchait très très proche. Des fois, c'est un peu le style que tu suivais la personne, tu avais le filmeur qui suivait en roulant, puis avec son fisheye, il filmait en tout cas, c'est très populaire dans les années 2000. Les fisheye, ça a toujours... Tu voyais les coins, tu voyais le coin noirci, tu sais, c'était pas un... Tu sais, tu voyais le rond dans l'écran, puis les coins de... L'écran de la vidéo était noirci à cause de la lentille. C'est ça, mais là c'est ça, mais c'était un rond qui finissait dans le corps. C'était mauvaise qualité, comme je sais pas pourquoi. Okay. Les premiers fisheye, c'était comme ça. Bref, ça c'était une parenthèse pour dire la première fois que j'ai touché une caméra, mettons. Puis là, pour refaire le lien avec ce que tu disais, là, toi, on t'a demandé après de faire des vidéos professionnelles pour l'entraînement. Dans le fond, à un moment donné, Jacob, il m'a demandé de faire exactement ce qu'il demandait de faire à son vidéographe. Que, tu sais, moi, la barre était haute pour moi, là, c'est les vidéos. Moi, j'étais un fan du contenu de ce que son vidéographe produisait. Ben, tu sais, j'étais plus un fan du contenu d'entraînement pis tout, mais à travers son ancien vidéographe quand même. Fait son ancien vidéographe a quand même il y avait un style qui était quand même bon. Ouais, vraiment. Mais il faisait des mariages puis un peu n'importe quoi. Là. Mais il était bon. Il était excellent. Mais moi, j'ai toujours pensé que pour être caméraman, il fallait commencer dans le mariage. Mais moi, j'ai skippé cet aspect-là. Mais pour vrai, moi, quand j'ai commencé à filmer, je me suis dit jamais ça m'intéresse pas les mariages, mais là, à force de faire travailler les B-roll, le ralenti, je me dis, ben, ça serait tellement cool de faire un mariage parce que, tu sais, il n'y a pas de dialogue trop, c'est juste de la musique avec de l'ambiance. Moi, j'adorerais ça, finalement, filmer un mariage. Mais si vous avez un mariage à faire, engagez-moi, puis ça va être écœurant. Ma caméra a fait du 120 FPS en 4K, fait que... Ben moi de bord, si jamais vous avez des divorces, ben moi je vais prendre les divorces. Fait que tout ça pour dire, j'ai commencé à travailler pour lui, mais là, moi j'étais comme un peu, la compagnie a grossi au début, il y était 2 entraîneurs, puis tu sais, on dit small is beautiful, quand c'est devenu trop gros, moi j'étais un peu trop un mouton noir dans cette équipe-là, un artiste j'étais comme muselé un peu, ma créativité était limitée parce que là on me demandait
de faire des capsules puis tout décrire les textes que le dialogue. C'est long à faire, ça, des fameux rap, vidéo. Combien de temps que ça te prenait environ? Ben, à la fin, ça me prenait moins de temps, mais tu sais, juste une capsule de 1 minute, puis il disait beaucoup de choses. Voici tel supplément, vitamine D va augmenter votre système immunitaire. Après, il fallait que tu mettes à chaque fois qu'il disait des non, en même temps, mettons, je mettais la phrase parce qu'il y en a que sur Instagram, par exemple, ils n'écoutent pas de son de ta vidéo. Puis là, vu qu'il n'y a pas de son, il va pouvoir comprendre, vu que tu as mis tout en sous-titre. Mais là, c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une recherche quand même. Je veux dire, bon, on sait écrire, mais on peut pas se permettre de mettre exactement. Là, tu tombes. Là, la personne a dit beaucoup, fait que là, nanana. Fait que tu traduis ça comment? Ça devient un métier de traducteur. Tu sais, c'était plus du montage vidéo que je faisais, c'était un métier de traducteur. Ça peut rapidement devenir un peu lourd. Ça me prenait beaucoup de temps. C'était un gros pourcentage de ce que je finissais par faire. Puis, tu sais, quand on fait de la vidéo, on aime ça filmer, on aime ça faire le montage. Puis ça finissait que je filmais très souvent. T'sais. Moi, je mets souvent des titres. Je vais mettre un titre, je m'assure que le titre soit bien écrit, tout ça. Mais commencer à traduire mot à mot une personne et corriger ses anglicismes en plus, c'est sûr que moi, je trouverais le contrat beaucoup moins intéressant. Mettre des fois 1 heure pour une capsule de 1 minute, c'est lourd. Puis après ça, tu répètes. Prochaine capsule, OK, genre, fais la même chose. Il rentre 9 à 6 à tous les jours, refait la même chose. À un moment donné, ça devient lourd. Fait que c'est plus de l'art à un moment donné. Quand on me demandait de faire un vlog, là, je capotais, wow, cool. Mais là, eux, ils trouvaient que c'était trop long, je mettais trop d'heures pour une vidéo qui leur donne pas d'argent en bout. Fait que là, je me battais contre ce principe-là. Ça n'a pas d'argent, mais ça faisait de la pub pour les vidéos qui parce qu'on ne pouvait pas calculer l'impact que j'avais direct parce que c'était la somme. Parce que des fois aussi, je faisais des vidéos promotionnelles. Ben, ça, c'est payant. Mais tu sais, tu peux pas juste mettre des vidéos promotionnelles. Il y a la règle du 2 jabs, un hook. Tu peux pas faire 2 hooks de suite. Un hook, c'est comme une vente. C'est comme plugger, vendre un produit. Tu sais, mettons, tu es un coach. Fallait que tu fasses 2 trucs. Je te donne une capsule de nutrition. Un conseil santé. Un conseil santé. Puis après ça, bang, je te vends un programme. Un programme, ouais, OK. Ouais, j'aime bien cette philosophie-là. Je ne la connaissais pas, mais je pense que c'est très, très, très pertinent ce que tu viens de me dire. Il faut avoir un juste milieu. Les gens, souvent, ils ont peur de vendre leur image. Mais tu sais, il y a un juste milieu entre le YouTuber qui dit les 5 premières secondes, il te dit d'aller liker son Instagram, de s'abonner pour 20$ par mois, d'aller, tu sais, il t'a tout plugué son full. C'est la première fois que tu écoutes la vidéo de ce gars-là, puis il liker déjà. Tu sais même pas si ça va être bon. Ah, c'est ça. Il y a un juste milieu à faire. C'est bien ça. Mais il faut pas avoir peur de demander quelque chose à son auditoire aussi. Parce qu'on leur donne beaucoup. Puis souvent, ils n'ont pas peur de te donner qu'ils attendent juste ça. Puis oui, ça va déplaire à certaines personnes. Comme André, par exemple. Il y en a qui ne l'aiment pas juste parce qu'il demande des dons souvent. C'est parce qu'il n'y a pas il y a le choix, mais ça serait pas rendu là s'il y avait pour bâtir quelque chose d'aussi moi je pense que ça devient essentiel dans le contexte où est-ce qu'on est. C'est sûr qu'on aimerait ça, avoir des abonnements, que les gens ils s'abonnent à notre chaîne, mais on commence tout, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas rien. Les gens sont prêts à payer quasiment 200$ par mois pour le câble de luxe, mettons, avec plein de chaînes spécialisées, mais ils peuvent pas donner 20$ par mois à un gars qui écoute 5 heures de contenu par semaine, mettons. En fait, il y a
il y a les gens qui répondent à ça. Il y a des gens qui sont, sont contents d'aider. Il y en a qui sont riches, là. Ils n'ont pas peur de donner 1000$. Ils sont riches, ils vont donner pour tous ceux qui n'ont pas les moyens. Ils vont se dire, moi, je vais donner plus. En fait, ils donnent pas à cause pour compenser ceux qui n'ont pas les moyens. Ils donnent parce que probablement, ils croient au service qu'il donne, parce qu'il donne de lui-même. Il croit, il donne. Moi, quand que je donne, parce que moi, je veux avoir, je sais pas moi, un poste, je suis obligé de payer tous les postes qui sont rattachés après. Puis je me rends compte que dans ces postes-là, il y a des choses que j'aimerais pas ça, que mon enfant tombe là-dessus. Check mon ancien travail, j'ai donné pendant 6 mois de mon temps parce que je croyais que ces gens-là, ils faisaient quelque chose de particulier. Puis ça m'a donné une image. Les gens m'ont vu avec eux autres dans les podcasts puis tout. Puis là, je suis rendu ce que je suis à cause de ça. J'ai donné, j'ai cru en ce projet-là. Mais là, l'Internet pis les gens comme ça ils prennent tellement de place que les mainstream, ils commencent à nous copier finalement. Ils commencent à aller vers des naturopathes, à inviter des gars comme Jacob Hamel à le meeting, les assemblées, le congrès de coachs qu'ils font une fois par année. Fait que c'est beaucoup démocratisé. Comme le journaliste, moi je l'ai senti que ça allait faire ça. Moi, c'est pas vrai que j'ai besoin d'un métier, d'aller à l'école pour devenir un journaliste. Il faut que je me pratique pour parler à la caméra, pour arrêter de parler plus vite, être plus tight dans mes phrases pis tout. Moi, c'est bien plus ça que je veux. Avoir une meilleure main pour mieux cadrer. Ça, c'est une expérience sur le terrain. Checker avoir l'œil pour voir, OK, je vais aller voir cette personne-là. Regarder l'autre aussi, comment il travaille. Lui, il y a telle pancarte, il va vouloir me parler. Pas perdre son temps avec des affaires. En tout cas. Ben moi aussi, j'ai pas mal appris ça sur le terrain. C'est un peu comme toi. En tout cas, tu as un parcours quand même assez diversifié. Puis, c'est un peu comme moi. Bon, moi, je suis beaucoup resté dans le domaine de l'art et du spectacle. Mais quand même, je veux dire, j'ai quand même sauté de mon faible crayon. Ben, t'es resté dans l'art, mais dans l'art, t'as fait plusieurs sous-métiers. C'est ça que je trouve intéressant. Ton côté scène, que tu me disais que tu étais technicien de scène, ça, je trouve ça très, très cool parce que je le sens quand on était à Radio-Canada, puis tu disais, OK, là, on va marcher, là, tu vas prendre ta langue, on va crier, tout le monde. Tu sais, j'aimais la petite mise en. Tu sais, rien de trop. Le monde, de toute façon, ils se rendent compte quand t'es dans. Moi, ils se rendent compte quand ils voient le Guillaume, le personnage complotiste, un peu, on pourrait dire, versus le personnage journaliste, celui qui pose des questions, qui fait exprès pour avoir l'air d'un tata devant tout le monde, tu sais, puis il s'en fout. on joue pas mal de rôle, hein, nous, en tant que personne qui va couvrir une manif. Alors, on peut le dire que là, actuellement, on s'en va à Québec pour couvrir la manif le 2 avril. Alors, on va falloir couvrir cette manif-là. Qu'est-ce qui est intéressant, nous, en tant que personne qui va couvrir ces journées-là, c'est qu'on est des journalistes, on est des documentaristes, on est des manifestants, hein? On est puis on est aussi des citoyens qui vont aussi chercher qu'est-ce que les manifs ont. Il y a un fruit là-bas, il y a un fruit.